On va faire une petite expérience. Prenez une feuille de papier, posez-la sur une table et mettez votre main gauche dessus. Vos doigts en léger contact avec la surface. Maintenant, vous prenez votre main droite et vous la mettez sur une surface de couleur claire, blanche, ou crème ou peu importe, et bougez vos doigts de la main gauche sur la feuille. Et là, vous allez voir que les doigts ne collent pas spécialement à la feuille. Mais on a remarqué un phénomène étonnant. Si vous déplacez votre main droite sur un support plus sombre, alors comme par magie, vos doigts de la main gauche vont plus coller à la feuille. C'est absolument fascinant. Comme si le sombre côté main droite influait sur le caractère collant de nos doigts à gauche. Bon, le hic, c'est que si je vous avais dit exactement l'inverse, ça aurait marché aussi. C'est pas la couleur sous la main droite qui agit, mais votre cerveau. Grâce à cette petite expérience que j'ai piquée à mon pote Monsieur Sam, nous mettons le doigt sur une des manipulations les plus méconnues de notre cerveau, l'effet idéomoteur. Votre cerveau, 2e saison, déjouer les manipulations avec Richard Monvoisin. 3e épisode, l'effet idéomoteur ou comment votre cerveau en mettrait sa main au feu. L'effet idéomoteur est un processus psychologique lors duquel une pensée ou une image mentale provoque une réaction musculaire apparemment réflexe ou automatique, souvent d'un infime degré et en dehors de notre conscience, alors que ce sont pourtant nos attentes, vos attentes, qui créent cette réaction. On jurerait qu'on ne fait pas exprès et pourtant on le fait. On l'appelle parfois aussi réponse idéomotrice ou réflexe idéomoteur. En fait, le terme il vient de idéo, qui veut dire représentation mentale, et moteur, action musculaire. C'est un peu du même type que ce qui se passe quand on salive à la simple idée de sucer un citron. L'un des premiers à avoir subodorer ça, c'était un médecin qui s'appelait Carpenter, à Londres, en 1852. Il avait remarqué l'influence de la suggestion, comme il le disait, dans la modification et la direction du mouvement musculaire, indépendamment de la volonté. 2 ans plus tard, c'est un chimiste français assez légendaire qui s'appelait Michel-Eugène Chevreul qui démontrera que de nombreux phénomènes attribués à des forces spirituelles ou paranormales, dans une période où c'est vachement à la mode d'être spirit, Alan Kardec, etc., il se rend compte que donc, l'essentiel des méthodes de divination qui sont utilisées, que ce soit un pendule, que ce soit la goutte que l'on fait circuler sur une table de divination Ouija, que ce soit les tables tournantes, fonctionnent sur la base de l'effet idéomoteur. C'est-à-dire, c'est notre cerveau, c'est votre cerveau qui va faire le mouvement sans qu'il s'en rende compte que c'est son propre desiderata qui va orienter l'objet en question. Bonsoir à tous, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale ce soir. J'ai décidé d'organiser une réelle séance de Ouija. Et on est prêt? On est prêt. Si un esprit est avec nous ce soir dans la pièce et qu'il veut communiquer avec nous, nous sommes prêts. Ok, merci. Donc ça veut dire que vous êtes là avec nous ce soir. Bonsoir, on est ravis de vous avoir avec nous. Est-ce que vous êtes en relation avec une des personnes présentes ici dans la pièce? On se dirige vers le oui. Allez, va. Voici une autre façon élégante de vous en rendre compte. Vous pouvez, si vous avez un pendule de radiesthésiste, ou si vous avez une simple bague avec une ficelle ou un plomb de charpentier, si vous voulez, vous pouvez laisser le pendule, tenu à la main, planer au-dessus d'une feuille marquée d'un oui, et faire la même chose sur une feuille marquée d'un non. Si la consigne est donnée qu'au-dessus du oui, le pendule tournera dans le sens des aiguilles d'une montre, vous et moi avons de très fortes chances de valider la consigne. Le seul moyen de nous rendre compte que nous nous leurrons est de faire plusieurs papiers notés oui et notés non, et les faire placer face contre table pour pas qu'on voit ce qui a marqué. Et là, il est très peu probable que vous retrouviez ainsi les oui et les non avec le simple sens du pendule. Si ça arrive d'ailleurs, venez vous faire tester dans mon labo, on cherche des gens comme vous. En sciences cognitives, on parle désormais d'inconscient adaptatif, un ensemble de processus mentaux capables d'affecter le jugement et la prise de décision, mais hors de portée de notre conscience. Cet effet idéomoteur est à l'origine d'immenses progrès en méthodologie scientifique, mais également des manipulations plus ou moins volontaires, les plus navrantes. Bon, je vous donne une avancée méthodologique majeure, par exemple. Celle qu'on doit d'ailleurs à un cheval. Début 20e, devant un cheval qu'on appelait Hans le Malin, Das Kluge Hans. C'est un cheval qui savait prétendument compter en donnant le nombre de coups de sabot correspondant à l'opération que vous lui donniez. Vous lui demandiez 3 plus 2, il tapait 5 fois. Et tout le monde était content. Et les meilleurs psychologues de l'époque se sont laissés convaincre par ce brave cheval. Mais c'est un simple assistant bénévole, j'adore son nom, il s'appelle Pfungst. Il a demandé la possibilité au propriétaire de faire quelques expériences. Et là, Pfungst, il s'est rendu compte progressivement que le cheval, en fait, il ne sait pas réellement compter, mais il sent quand le public est content de la réponse. Encore faut-il que le public connaisse la réponse à la question qui est posée. En fait, il était sensible au mouvement idéomoteur
incontrôlée de l'assistance. Et les petits frémissements quand on est content, vous voyez. Alors en quoi est-ce une avancée? Dès lors, on a accepté l'idée que si on veut mesurer l'efficacité spécifique d'un traitement médical par rapport à un faux traitement médical, ce qu'on appelle parfois un placebo de traitement, il fallait non seulement imposer ce qu'on appelle le simple aveugle, le patient ne doit évidemment pas savoir s'il prend le vrai médoc ou le placebo de médoc, mais en outre, au moins aussi important, il faut que le thérapeute non plus ne sache pas lequel il donne, car du fait de ses propres mouvements idéomoteurs, il pourrait dévoiler l'information sans le vouloir au patient. En évitant l'effet idéomoteur, on évite de conclure des choses fausses. Mais malheureusement, les manipulations liées à l'effet idéomoteur, elles sont très nombreuses. On sait désormais que relève des effets idéomoteurs le déplacement des tables et guéridons, je vous l'ai dit, mais aussi du verre sur les tables de spiritisme, etc. Alors, je comprends qu'on puisse être déçu. Plus dur encore à croire, on sait désormais que les baguettes de sourcier ne bougent pas spécialement quand il y a de l'eau, mais quand celui qui les tient croit qu'il y a de l'eau. Donc lorsque le propriétaire a une raison plus ou moins consciente de la faire bouger. On sait maintenant que ce qui fait que les sourciers trouvent un peu plus d'eau que la moyenne des gens vient d'informations secondaires provenant du terrain lui-même, par exemple des plantes qui poussent sur des lieux humides, je pense à la prêle par exemple, ou le fait qu'on indique plutôt des creux plutôt que des bosses. Et si l'on cache ces informations aux sourciers, qui sont mis en aveugle, ils trouvent autant d'eau que moi. Je comprends qu'on puisse être déçu, et pourtant, ayant déjà manipulé les baguettes, ayant cru les sentir bouger toutes seules, je trouve ça encore plus fascinant de savoir que c'est mon cerveau qui est à l'œuvre, plutôt que la baguette elle-même. Si la sorcellerie avait l'air extraordinaire, je trouve que les effets idéomoteurs le sont encore plus. Là où on s'en doute les effets idéomoteurs ne font plus rigoler du tout, c'est dans le champ thérapeutique. Il existe une théorie qui s'appelle la kinésiologie appliquée et qui utilise un test qu'on appelle le test musculaire, qu'on retrouve d'ailleurs dans certains arts martiaux, et qui consiste à interroger le corps du client en appuyant sur son bras tendu et en jaugeant si le bras résiste ou pas. Et on s'est rendu compte, avec un test en double aveugle qu'on a fait dans les années 2012-2013 avec mes collègues, que c'est une sorte de jeu de dupe à deux. Les attentes du thérapeute se mêlent aux attentes du client. Et on a l'impression d'avoir une réponse, alors qu'en fait, elle vient de nous-mêmes, cette réponse. Peut-être plus étonnant encore, et ça choquera beaucoup de gens, je pense, l'ostéopathie crânio-sacrée postule que le crâne humain est le siège d'un mouvement respiratoire primaire. Et nous n'avons trouvé aucune preuve à l'appui de l'existence de ce mouvement. Si les thérapeutes peuvent jurer le sentir, et j'ai déjà juré le sentir moi-même, je mets ma main au feu qu'il s'agit d'un effet idéomoteur déclenché par ce qu'on nous a appris. Peut-être l'histoire la plus dramatique de toutes, celle que certains appellent la cruelle farce, la fameuse communication facilitée ou psychophanie, théorie selon laquelle, en posant la main sur celle d'une personne déprivée de parole, coma, autisme profond, nourrisson, et même avec des défunts, les inconscients s'entremêleraient et la facilitatrice prétendrait parler ou écrire à la place de la personne. Nous ne recevons pas des messages de la personne au final, mais des messages de la facilitatrice. Pourtant, elle est sincère. Et puis nous, on est en attente, et nos attentes plus les siennes, ça guide les propos ou l'écriture. D'ailleurs, tout porte à croire que la communication animale intuitive, qui est très à la mode en ce moment, fonctionne exactement de la même façon. C'est terrible à admettre, mais votre cerveau peut vous donner aisément l'illusion que votre grand-père disparu, votre ami dans le coma, ou même votre chat ou votre poney converse avec vous, alors qu'au mieux, vous communiquez avec le communicateur, et au pire, seulement avec vous-même. On commence à cerner certaines méthodes de manipulation, mais dans l'épisode suivant, on va se rendre compte que ce qui est plus grave, c'est que plus ça fait longtemps qu'on s'en sert, et plus on va y donner du crédit. Nous parlerons d'escalade d'engagement.